Dans quelques instants, la vie en plus. Vous venez d'éteindre votre télévision? Mais la 5e continue de diffuser le savoir et la connaissance. En créant W5, la 5e innove et vous permet d'accéder 24 heures sur 24 à son service en ligne et à Internet. Alors, même quand vous avez fini de regarder le petit écran, vous pouvez encore regarder le petit écran. Téléphonez dès maintenant au 01 40 93 50 50 et connectez-vous sur W5. Pour la fête du travail, Déclic s'installe à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Sur le thème « La télévision, quel déclic pour l'emploi ?», Nathalie Le Breton et Lionel Stan tenteront de mesurer l'impact de leur émission auprès des demandeurs d'emploi. Sortir de l'isolement, découvrir des horizons nouveaux. L'Odyssée de l'emploi. Déclic célèbre son 500e numéro, jeudi 1er mai, 12h30 sur la 5e. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Aujourd'hui, nous sommes ici, et dans 9 semaines, nous atteindrons la station solstice qui marque le début de l'été. Tous les jours, le Soleil semble monter un peu plus haut dans le ciel. Et le jour du solstice, le Soleil s'arrêtera de monter pour commencer à redescendre. En ce moment, en parcourant cette étape de notre orbite annuelle, la moitié nord de la Terre se penche tous les jours un peu plus vers le Soleil. Les rayons du Soleil, qui en hiver arrivaient en angle oblique, arrivent maintenant en angle plus droit. Il fait plus chaud. Le Soleil est une étoile qui rayonne depuis des milliards d'années. Ce rayonnement relativement stable était nécessaire pour qu'une atmosphère se crée, que la vie naisse et se développe. Sur Terre, toute la vie dépend de la distance qui nous sépare du Soleil. Si la Terre était plus près du Soleil, comme Vénus, il ferait trop chaud. Il y fait une chaleur à faire fondre le plomb. Plus loin du Soleil, comme Saturne, il ferait trop froid. La rotation de la Terre autour de son axe contribue également à cet équilibre unique. Si la Terre tournait plus lentement, les journées rallongeraient. Le jour, le Soleil nous chaufferait trop, et pendant les nuits, plus longues, les températures baisseraient trop. Par contre, si la Terre tournait beaucoup plus vite, l'atmosphère, l'air que nous respirons, poussé par les forces centrifuges, s'échapperait dans l'espace. Cet équilibre nous permet de vivre, unique et fragile dans le système solaire. Comme chaque planète, la Terre a une orbite bien à elle, en équilibre entre les forces de gravitation qui agissent sur elle. La stabilité de notre Terre est renforcée par la Lune. Sans elle, la Terre vacillerait trop pour avoir un climat stable et vivable. La Lune est attachée à la Terre par la grande force d'attraction de la Terre qui l'empêche de tourner librement. Et la Terre est stabilisée par la Lune, comme un funambule stabilisé par sa perche. Les planètes géantes Saturne et Jupiter réduisent nos risques de collision avec astéroïdes et comètes. Jupiter, par son énorme masse, a attiré la comète Shoemaker-Levy. Si elle s'était écrasée sur la Terre, au lieu d'être captée par Jupiter, nous ne serions plus là pour le raconter. Le rayonnement du Soleil apporte à chaque mètre carré de la Terre l'énergie d'une douzaine d'ampoules de 100 watts. Le Soleil chauffe l'air. À l'équateur, l'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève en altitude et commence à s'écouler vers le nord et le sud.
mais la Terre tourne plus vite à l'équateur qu'ailleurs. Alors les masses d'air sont déviées dans le sens de la rotation de la Terre avant de redescendre vers le sol et de revenir vers l'équateur. Ce sont les vents alizés. Au-delà des zones tropicales, le Soleil chauffe moins. La rotation de la Terre entraîne les masses d'air. C'est ici que se forment les grands courants des vents d'ouest que vous voyez souvent sur les cartes météo. En dérivant vers le nord et le sud, les nuages s'enroulent en spirale parce que la Terre tourne moins vite côté pôle que côté équateur. Voilà pourquoi, dans l'hémisphère nord, les nuages s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que dans l'hémisphère sud, ils vont dans l'autre sens. C'est ainsi que les vents transportent la chaleur des zones tropicales vers les zones tempérées et répartissent l'énergie solaire sur toute la Terre. En ce moment, à cause de son axe incliné, la moitié nord de la Terre est penchée vers le Soleil et se réchauffe. C'est le printemps. Chaque année, le cycle des saisons se répète, avec seulement de petites différences. Mais à long terme, le climat sur la Terre change. C'est le rayonnement solaire qui détermine notre climat. On pense qu'il existe un cycle de 26 000 ans, lié à la force gravitationnelle du Soleil qui tend à redresser l'axe incliné de la Terre. Mais par ailleurs, les forces d'inertie de la Terre ont tendance à maintenir son mouvement tel quel. Le tiraillement entre ces deux forces fait vaciller la Terre, très lentement. Au cours de dizaines de milliers d'années, les rayons du Soleil nous parviennent donc différemment, et ça peut changer le climat. Ainsi, la glace du pôle Nord peut envahir toute l'Europe et l'Amérique du Nord, ce sont les aires glaciaires. Puis ces mêmes régions peuvent devenir des régions tropicales. Le climat de la Terre a subi des bouleversements gigantesques. Au début, il n'y avait de vie que dans l'eau. Pendant plusieurs millions d'années, l'énergie solaire a fabriqué un mélange d'azote et d'oxygène à la surface de notre Terre, et ce mélange, c'est l'air que nous respirons. Alors cette légère montée de la température depuis quelques petites années, n'est-ce pas un peu prétentieux de vouloir l'attribuer uniquement à nos activités humaines, alors que nous savons à peine comment fonctionne notre chauffage principal, le Soleil? Ce week-end, Mercure est en alignement avec le Soleil. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle tourne si vite qu'elle s'aligne avec le Soleil tous les 4 mois. Et en principe, tous les 4 mois, nous devrions la voir passer devant le Soleil. Mais voilà. L'orbite de Mercure est légèrement inclinée par rapport à celle de la Terre. Et la plupart du temps, Mercure, vu de la Terre, passe un peu au-dessus ou en dessous du Soleil. Sauf une fois tous les 7 ans en moyenne. La prochaine fois, le 15 novembre 1999. Vous verrez passer le petit Mercure devant le grand Soleil. Il y a une autre planète qui, sur son orbite, est plus rapide que nous. C'est Vénus. Chaque fois qu'elle nous rattrape, on devrait la voir passer entre nous et le Soleil. Mais l'orbite de Vénus, elle aussi, est un peu inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. L'alignement parfait que l'on voit quand Vénus passe devant le Soleil ne se produit que 2 fois par siècle. C'est l'ordre et le désordre de l'univers. Ce qui semblait être des cercles parfaits, calés pour l'éternité, sont des ellipses qui vacillent, oscillent, se balancent. Le système solaire vibre et se dandine comme un être vivant. La semaine prochaine, coup d'œil sur Neptune. La Terre va doubler cette planète lointaine qui semble rétrograder devant le fond des étoiles. Neptune fait partie des planètes extérieures du système solaire que nous visiterons la semaine prochaine. Nous y verrons Pluton, une toute petite planète avec un grand satellite. Vous verrez la semaine prochaine Pluton sur son orbite inclinée, tellement excentrique qu'il coupe l'orbite de Neptune. Vont-ils un jour se heurter? L'autre voisin de Neptune, Uranus, avec son axe couché sur son orbite, semble parfois avancer à reculons. Vous connaissez tous les anneaux de Saturne. Nous vous montrerons par quelle astuce on a découvert les anneaux de Neptune, avant même que les sondes spatiales les photographient.
Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est également entourée d'anneaux très fins. Et en dehors de notre système solaire, y a-t-il des planètes? On commence à en découvrir, grandes comme Jupiter. La semaine prochaine, la Lune nous permettra de repérer facilement Jupiter. Mais attention, c'est le matin très tôt que ça se passe. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas se lever à l'aube, vous pourrez voir le rendez-vous Lune-Jupiter ici, sur votre écran, la semaine prochaine. Bon voyage, tous sur orbite. Il maîtrise l'information et la désinformation. Il traque les renseignements et les manipule. Qui sont ces soldats de l'ombre de la guerre économique? Et surtout, qui sont leurs clients? Les nouveaux James Bond, l'espionnage industriel, samedi 18 h sur la 5e. Bonjour. Le sang contaminé, la radioactivité, le maïs transgénique, le clonage de brebis et puis pourquoi pas demain d'êtres humains, le progrès fait rage comme l'on dit et il est de plus en plus inquiétant. Alors comment nous, simples citoyens, nous pouvons nous inscrire dans le débat scientifique alors que nous n'arrivons pas à le maîtriser? Invité de cette émission La vie en plus, Edgar Morin. Expérience suivie des clubs de jeunes qui se sont montés en concours avec l'INSERM ou avec le CNRS. Et puis toujours cette question qui doit revenir, comment on peut réconcilier le savant et le citoyen? Peut-être, en se demandant déjà si la certitude ne vaut pas moins que le doute. La science, c'est une façon d'appréhender le monde qui nous entoure, le monde physique, le monde vivant, et d'essayer d'en comprendre ses mécanismes les plus intimes. Un chercheur, c'est à la fois quelqu'un qui réfléchit dans son bureau, mais c'est aussi quelqu'un qui conçoit l'appareillage, l'expérimentation, qui vont lui permettre de répondre à ces questions. Et la partie physique de son travail, c'est-à-dire l'expérimentation, est au moins aussi importante que la partie conceptuelle de son travail. Il faut bien se rendre compte que le chercheur est une petite case dans le domaine de recherche en général. Dans une vie de chercheur, on peut très bien avoir posé des questions fondamentales, suffisamment restreintes pour que, au bout de quelques années, peut-être quelquefois au bout de quelques décennies, on ait répondu à un problème fondamental biologique. Être chercheur, c'est aussi une autre définition qui tient très bien la route, c'est poser des bonnes questions. La science, en fait, c'est une fantastique machine à produire des certitudes. Et c'est une machine qui ne fonctionne, en fait, qu'à partir du doute, qu'à partir de la remise en question. Le doute du scientifique est quelque chose de très important. On ne se met pas à douter sur n'importe quel type de résultat. On va douter, ou on va exercer plus exactement sa capacité de douter, de doute, de remise en cause ou de remise en perspective en fonction de l'importance du résultat qu'on a trouvé. Que le public attende une certitude, attende des choses claires, établies, c'est autre chose finalement. C'est simplement remettre en cause la fonction du chercheur, la fonction du savant. Il y a des choses à démystifier ou à démythifier. Moi, je déteste le nom de savant qu'on nous donne parfois un peu trop souvent. On n'est pas des savants, on est des chercheurs. Et je crois qu'il y a maintenant un effort peut-être de retour en arrière par rapport à la relation entre le chercheur et le public, qui est de faire comprendre au public que le chercheur, justement, n'a pas de certitude. Les savants, si je veux être fidèle à ce que j'ai dit tout à l'heure, sont des gens qui ne savent pas ou qui ne savent pas grand-chose.